Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Je suis très heureux d'être rejoint aujourd'hui une fois de plus par Michael Hudson, professeur d'économie politique, pour discuter de la coercition économique des États-Unis envers leurs alliés. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un plaisir d'être de retour, Glenn. Il y a donc un développement intéressant. Ma thèse est que durant l'ère unipolaire, les États qui suivaient les États-Unis étaient récompensés et ceux qui ne faisaient pas pouvaient être punis, car il n'y avait pas d'alternative. Dans l'ordre multipolaire, le jeu semble changer, du moins les règles du jeu. Les adversaires des États-Unis, mais aussi les États neutres qui ne veulent pas s'allier de façon trop étroite, ont désormais la possibilité de diversifier leurs partenariats économiques. Ainsi, toute tentative de pression ne fait qu'inciter à se diversifier davantage en s'éloignant des États-Unis. En d'autres termes, les États-Unis n'ont plus vraiment autant d'avantages, comme on le voit vis-à-vis de la Chine ou de la Russie. En revanche, je pense que nous voyons des alliés des États-Unis qui s'inquiètent de la montée d'autres grandes puissances et qui se sont complètement ralliés aux États-Unis. Ils semblent plus disposés à sacrifier même leurs propres intérêts économiques pour préserver la position dominante des États-Unis, mais aussi leurs propres liens et relations avec les États-Unis. Cela place les États-Unis dans une position très favorable. Ils peuvent tirer parti de cette subordination des alliés. Les États-Unis peuvent alors aussi les couper d'autres centres de pouvoir afin d'obtenir que ce soit des concessions politiques, sécuritaires ou économiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il semble que les États-Unis trouvent plus facile de mener une guerre économique contre leurs alliés. Et c'est à travers ce prisme que j'ai trouvé très intéressant un de vos articles que j'ai lu récemment, car vous comparez certaines des actions actuelles des États-Unis aux politiques de la Grande-Bretagne et de la France au XIXe siècle. Je me demandais si vous pouviez développer vos arguments. Eh bien, je voudrais, dès le départ, contester votre utilisation du mot « adversaire » des États-Unis. Je suppose que vous faites référence aux BRICS, à la Chine, à la Russie, à l'Iran et aux autres pays qui se réunissent. Dans toutes les déclarations faites par leurs présidents et représentants lors de ces réunions, il n'a pas été question des États-Unis en tant qu'adversaires. En fait, il n'a même pas été fait mention des États-Unis. Ils se considèrent comme étant attaqués par les États-Unis, tout comme les États-Unis traitent effectivement l'Europe. Ils n'essaient pas de riposter contre les États-Unis. Ils essayent de se défendre contre les exigences que Trump impose à ces pays. Et les exigences qu'il formule sont les mêmes pour les BRICS que pour la Grande-Bretagne, les pays européens ou le Japon. En fait, en ce moment, en Corée, il y a des discussions. Même la Corée, l'un des alliés des États-Unis que les États-Unis aimeraient épuiser, se rebiffe. Et les États-Unis ont menacé la Corée, comme le Japon, en disant « Si vous ne me prêtez pas 350 milliards de dollars, à moi les États-Unis, qui seront gérés par moi, le président Trump, pour décider comment les dépenser. Et vous recevrez 10% des bénéfices, s'il y en a, et nous en prendrons 90%. Si vous ne faites pas cela, nous allons augmenter les droits de douane contre vous et créer une crise, ce qui entraînera du chômage, et cela poussera les électeurs à voter contre vous. Et vous savez, nous créerons une crise. Et tout récemment, le secrétaire américain au commerce, Howard Lipnick, a dit franchement aux Coréens, cité dans le Financial Times d'hier, « Les Japonais ont signé un contrat, 350 milliards de dollars. Les Coréens acceptent l'accord ou payent les droits de douane. C'est noir sur blanc, payer les droits de douane ou accepter l'accord. » Eh bien, c'est exactement ce qu'il a dit à l'Europe. La question est, qu'est-ce qui différencie l'Europe des pays des BRICS qui essayent de créer une alternative en disant « Très bien, Trump menace de priver nos industries exportatrices de l'accès au marché américain.
Si nous acceptons ces exigences, cela va nous coûter plus cher, simplement pour verser un tribut aux États-Unis dans ce qui ressemble vraiment à un système de racket de protection. Soit vous nous payez de l'argent et acceptez nos droits d'importation, ainsi que nos exigences de démanteler votre industrie et d'investir ici, soit nous augmenterons les tarifs douaniers et provoquerons une crise pour vous. La même exigence est faite partout. Vous avez demandé pourquoi les États-Unis font cette demande spécifiquement à l'Europe. L'exigence est exactement la même. L'Europe cède parce que ses dirigeants, enfin, je ne dirais pas l'Europe, certainement pas ses électeurs, mais les dirigeants européens, essentiellement les dirigeants de l'OTAN et les ministres des Affaires étrangères de l'UE, ont pris la décision qu'ils préfèrent vivre à court terme, comme le font les politiciens, et ne pas voir la destruction de leur industrie plutôt que de penser au long terme. Ils ont le choix. Soit le choix a été fait avant 2022, lorsqu'ils ont essentiellement accepté de faire sauter le gazoduc de la mer du Nord, ou de laisser les États-Unis le faire, et de dépendre complètement des États-Unis pour le pétrole. Ils ont dit, eh bien, au moins nous pouvons compter sur les États-Unis. C'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen. Nous pouvons compter sur les États-Unis. Et pourtant, Trump l'a clairement indiqué tout récemment hier en Grande-Bretagne, lorsqu'il a dit, eh bien, vous savez, si vous prenez une mesure qui se fait au détriment de l'industrie américaine, par exemple, dans le domaine des technologies de l'information, en imposant des taxes minimales aux entreprises américaines de technologie de l'information, comme l'Europe le fait, nous augmenterons simplement les droits de douane contre vous. Trump, et bien sûr l'Europe a déjà essayé de résister à cela, mais von der Leyen, qui menait la négociation, ne s'est même de riposter. Elle a dit, eh bien, au moins, on peut compter sur Trump pour ne jamais changer d'avis ou modifier l'accord. Au moins, nous avons une certitude. Mais c'est insensé. Il n'y avait aucune certitude. Et l'Europe non plus n'en a pas. La question est la suivante. L'Europe avait deux choix. Avant 2022, elle pouvait avoir une économie équilibrée et fondamentalement indépendante, tant que son économie industrielle restait en symbiose avec la Russie, qui lui fournissait des matières premières comme le pétrole, le gaz, les engrais et d'autres matériaux de base. L'avantage pour l'Europe était que la Russie, la Chine et les BRICS représentent la partie en croissance de l'économie mondiale. Les États-Unis sont une part décroissante de l'économie de l'UE, et les politiques de Trump détruisent en réalité l'agriculture et l'industrie américaine. Cela rend les États-Unis ininvestissables. Des entreprises ferment actuellement et les bénéfices diminuent à cause des importations, notamment dans l'acier et l'aluminium. Alors on se demande pourquoi l'Europe accepterait de lier son avenir à long terme aux États-Unis et de perdre l'autosuffisance et l'autonomie qu'elle possédait tant qu'elle avait un accès libre et ouvert aux matières premières et à l'énergie russe. Désormais, les coûts de l'énergie sont 5 ou 6 fois plus élevés. Et une fois cette indépendance perdue, elle perd la possibilité qu'on choisit les pays des BRICS en disant « Eh bien, nous sommes prêts à perdre le marché américain, car c'est un marché qui se rétrécit avec le temps. Il y aura un coût à court terme, mais ce coût est inférieur au fait de devoir payer 350 milliards de dollars comme rançon aux États-Unis juste pour garder notre marché à court terme ouvert. » Le marché américain ne vaut pas 350 milliards de dollars, ni pour le Japon, ni pour la Corée. Chacun de ces pays aurait pu verser 350 milliards de dollars pour subventionner ses propres exportateurs afin qu'ils puissent faire face aux tarifs douaniers. Ils ne l'ont pas fait. Le Japon s'est simplement rendu.
La Corée, en ce moment, refuse de se rendre. Et hier, son équipe ministérielle des Affaires étrangères était en Chine pour essayer de dire « N'y a-t-il pas un moyen que nous puissions, supposons que nous perdions le marché américain, que nous soyons confrontés à une demande à laquelle nous ne pouvons absolument pas répondre, que nous devions nous en éloigner. Quel accord pourrions-nous conclure avec vous et vos voisins asiatiques afin que nous puissions avoir notre propre système géographique individuel d'autosuffisance, pour que nous soyons immunisés contre le genre de menaces que les États-Unis profèrent. » Eh bien, l'Europe ne s'est pas rendue immunisée contre ces menaces, et une grande partie de cela est militaire. Encore et encore, les dirigeants de l'Allemagne et de la France, ainsi que du Royaume-Uni, ont déclaré « Eh bien, nous avons besoin du soutien de l'Amérique au cas où la Russie lancerait une invasion terrestre et serait prête à sacrifier 20 millions de ses soldats pour tenter de traverser l'Europe jusqu'aux îles britanniques. » C'est insensé. C'est une menace d'un univers parallèle. Cela n'a aucun fondement dans la réalité, car aucun pays industriel dans le monde d'aujourd'hui ne peut se permettre une invasion militaire d'infanterie contre un autre pays, car non seulement des masses de soldats mourraient, mais tout pays qui tenterait d'imposer la conscription serait immédiatement évincé du pouvoir. Ainsi, les décideurs européens agissent essentiellement au nom de l'OTAN, qui est contrôlée par les États-Unis, au lieu d'agir au nom de leurs propres électeurs. Et les sondages d'opinion publique montrent que les électeurs ne veulent pas de guerre en Ukraine, qu'ils ne veulent pas que les dépenses sociales en Europe soient réduites afin de consacrer les budgets limités à l'armée plutôt qu'aux affaires intérieures. Ce n'est donc pas une question des États-Unis qui concentrent leurs exigences sur les alliés. Leurs exigences sont généralisées. Elles sont les mêmes pour chaque pays. Soit nous fermerons nos marchés, soit vous devez nous payer pour ne pas perturber votre économie et provoquer au moins un chaos temporaire à court terme. D'autres pays se protègent contre le chaos. La Grande-Bretagne ne se protège pas contre le chaos. C'est le problème fondamental que je constate. Britain is not protecting itself from chaos. That's the basic problem that I see. Well, I think a lot of it is tied. Eh bien, je pense qu'une grande partie de cela est liée, comme vous l'avez suggéré, à la guerre en Ukraine. Car lorsque la guerre froide a pris fin, autrement dit, lorsque les Européens sont devenus moins dépendants des États-Unis en tant que fournisseurs de sécurité, étant donné que la guerre froide était terminée, nous avons vu que les principaux objectifs en Europe étaient ceux de l'autonomie. Ils parlaient d'utiliser leur pouvoir de négociation collective pour obtenir une position économique qui les placerait à égalité avec les États-Unis. Les Européens, dès 1992, alors que l'Union soviétique venait tout juste de s'effondrer un mois ou deux auparavant, ont commencé à discuter. Et si nous développions notre propre armée? Évidemment, il n'y avait pas de menace, mais c'était aussi un effort pour obtenir plus d'autonomie. Ils voulaient leur propre politique étrangère et poursuivre également cet objectif, c'est-à-dire une politique étrangère collective de l'ULUBMM. Voilà ce que l'on peut faire lorsque l'État dominant ne peut pas transformer la dépendance sécuritaire en loyauté économique. Mais ce que l'on a constaté depuis la guerre en Ukraine, c'est que lorsque des menaces extérieures apparaissent et que la dépendance sécuritaire devient évidente, il est assez prévisible que la puissance dominante, le fournisseur de sécurité, cherche alors à obtenir des concessions économiques et politiques de la part de ses vassaux ou protectorats. Donc, je ne sais pas, de mon point de vue, c'est un argument clé que je défends depuis que l'OTAN a déclenché le conflit en Ukraine avec le coup d'État de 2014. L'Europe se place dans une position très vulnérable parce que les États-Unis, on continue de dire amis et alliés, ce qui est bien et agréable. Je veux dire, nous sommes proches et nous devrions l'être, mais les États se comportent comme des États. Et lorsque vous devenez excessivement dépendant d'un autre État,
celui-ci cherchera à en tirer des avantages matériels. Mais vous avez évoqué cependant la conquête de l'Europe telle qu'elle est. You mentioned though that the conquest of Europe as it is. Before you go on, you use the word security provider. Avant de continuer, vous avez utilisé le terme fournisseur de sécurité. C'est un véritable euphémisme et je voudrais l'analyser. Les États-Unis imposent une insécurité sans précédent à l'Europe, car l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne proposent toutes de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée à utiliser contre la Russie, en particulier Moscou et Saint-Pétersbourg, qui sont à portée de ces missiles. Les dirigeants américains et européens déclarent, comme Starmer l'a fait hier, qu'ils veulent bombarder la Russie. Eh bien, le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont tous deux déclaré que si un missile étranger était lancé par l'Ukraine contre la Russie, ils comprendraient que leur combat n'est pas contre l'Ukraine. Notre combat est contre l'OTAN. C'est une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et si une bombe provient d'un fabricant allemand, alors nous allons bombarder la source. Nous allons bombarder l'Allemagne, au moins l'usine en Allemagne, peut-être les centrales électriques qui alimentent cette usine. Même chose en France, même chose en Grande-Bretagne. Maintenant, la question est la suivante. Une fois que des missiles intercontinentaux sont lancés depuis la Russie n'a pas besoin d'armes atomiques. Elle dispose d'une gamme d'armes bien plus large que les pays de l'OTAN. Et ces armes ne sont pas atomiques. Et les pays de l'OTAN eux-mêmes sont pratiquement à court d'armement. Ils ont tout donné à l'Ukraine et à Israël. Et toute idée de s'engager réellement dans une guerre relève d'un tel fantasme que ce serait comme Bambi contre Goliath. La Russie réagirait très rapidement. Et le résultat est que, à cause de la bellicosité de von der Leyen et de son assistante estonienne, Kallas, cela met l'Europe dans l'insécurité et dans un grand danger militaire. Il n'y a absolument aucun risque d'une invasion militaire armée par l'infanterie. Et sans invasion militaire, il est impossible de prendre le contrôle d'un autre pays. C'est ce que la Russie tente actuellement en Ukraine, et l'on voit les énormes difficultés qu'elle rencontre, même en Ukraine. Ce que les pays peuvent faire dans la forme moderne de la guerre, c'est, par des missiles, simplement détruire les autres pays. Le type de guerre moderne, d'après la Seconde Guerre mondiale, est une destruction mutuelle, par missile, par voie aérienne, que ce soit depuis des sous-marins ou des missiles terrestres. C'est ce genre de guerre et donc d'insécurité que l'Europe va connaître. Ainsi, non seulement le projet de l'Europe consiste en une sorte de keynésianisme bâtard, un keynésianisme militaire du type « eh bien, dépensons notre argent dans l'industrie militaire et cela créera peut-être les emplois que nous avons perdus dans notre industrie civile à cause de notre dépendance au gaz et au pétrole américain au lieu du gaz et du pétrole russe. Mais cela menace l'existence même des pays européens. La Russie a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun intérêt à prendre le contrôle de l'Europe. Elle souhaite simplement qu'on la laisse tranquille. Et l'Europe obéit aux États-Unis, non seulement en ce qui concerne ses exigences tarifaires et les concessions que Trump accorde, mais dans une connexion bien plus profonde, consistant à suivre le leadership américain de la guerre froide, qui devient aujourd'hui une guerre de plus en plus chaude. C'est cela qui ruine essentiellement l'Europe. Elle a rejoint un nouvel axe militaire qui n'est en aucun cas capable militairement de s'opposer à la Russie. Et je pense que vos invités militaires sur votre émission l'ont très clairement expliqué au cours des derniers mois. La question est donc, pourquoi les dirigeants européens, les responsables politiques qui engagent l'Europe, peuvent-ils faire ce choix au nom de leur nation entière, alors que le public, les électeurs, disent « Nous voulons que l'Europe s'affirme, qu'elle soit plus nationaliste ».
stand up for itself, to be more nationalistic. We want, and if the social democratic and Christian Et si les partis sociodémocrates et chrétiens sont les partis militaristes, pro-guerre, qui acceptent fondamentalement notre dépendance envers les États-Unis et renoncent à nos espoirs de croissance par le commerce avec l'Asie, Asie centrale, Asie du Sud, Asie du Nord, Asie de l'Est, alors nous soutiendrons une opposition nationaliste lors des élections. Malheureusement, il n'y a pas de véritables élections nationales prévues prochainement, ni en Allemagne, ni en France, ni en Angleterre. Voilà donc le problème. L'Europe est coincée avec une direction de type clientéliste des États-Unis et non sa propre direction. Et cette direction centrée sur les États-Unis est soutenue par des médias de masse néolibéraux, eux aussi centrés sur les États-Unis. La presse, la télévision, toute la narration du développement économique est déformée en Europe. Economic development is twisted in Europe. They actually think that Ukraine has a chance to. Ils pensent réellement que l'Ukraine a une chance de gagner, selon Starmer, Merz et Macron, mais il n'y a aucune chance qu'elle l'emporte. Ils croient que la guerre va d'une manière ou d'une autre provoquer l'effondrement de la Russie. Mais la Russie est autosuffisante. Il n'y a aucune possibilité que la Russie s'effondre à cause des sanctions étrangères. Pas plus que la Chine ou ses alliés ne pourraient s'effondrer à cause des sanctions américaines, car ils sont autosuffisants. L'Europe possédait autrefois cette autosuffisance. Elle y a renoncé en échange d'une dépendance, sans se rendre compte que le coût de cette dépendance, lorsqu'on a un dirigeant américain comme Donald Trump agissant au nom des grandes entreprises américaines, des monopoles, et surtout du complexe militaro-industriel, va entraîner des exigences qui, en fin de compte, ruineront l'Europe, inverseront sa croissance du PIB, feront baisser son niveau de vie et lui imposeront l'austérité. Eh bien, le problème cependant, c'est que lorsque les dirigeants politiques ne poursuivent pas les intérêts économiques nationaux fondamentaux et se subordonnent comme le font les Européens, on peut s'attendre à ce qu'un vide apparaisse, qui sera alors comblé par des acteurs qui, eux, poursuivront réellement les intérêts nationaux. Et c'est là le problème, car si les dirigeants se subordonnent, ils pourraient en fait finir par tuer la démocratie, parce qu'ils voudront empêcher que ce vide soit comblé par des personnes qui répondent réellement à l'intérêt public. Ainsi, en Allemagne, vous avez l'AfD, qui est désormais le parti politique le plus populaire. Ils veulent rétablir la paix avec la Russie, mais on les qualifie d'organisations extrémistes. Ils discutent de l'interdire. En France, je suppose que l'équivalent le plus proche serait Le Pen, mais elle a été arrêtée. Comme tout le monde le sait, l'élection présidentielle en Roumanie ne s'est pas déroulée comme prévu. Alors, ils ont simplement annulé les résultats. Je lisais Politico aujourd'hui d'ailleurs, et ils organisent maintenant une élection en République tchèque, et ils pourraient avoir un nouveau Premier ministre. Mais Andrej Babiš est celui qui est en tête dans les sondages. Il pourrait l'empêcher de devenir Premier ministre parce que, et Politico cite cela comme l'une des deux principales raisons, il entretient une relation ambiguë avec l'OTAN. Il n'est pas clairement favorable. Je veux dire, mais regardez aussi ce que nous avons fait à l'Ukraine. Lorsque Zelensky a été élu sur une plateforme de paix en 2019, pour laquelle 73% des Ukrainiens ont voté, de nombreux pays de l'OTAN ont financé des ONG qui ont tracé une ligne rouge et ont essentiellement menacé Zelensky de renoncer à cette idée, car il n'était pas autorisé à parler de paix avec la Russie sans que l'OTAN soit présente. Quand une élite politique ne poursuit pas l'intérêt national et empêche quiconque de combler le vide laissé par son incompétence, on finit par tuer la démocratie.
C'est ce qui s'est produit non seulement à propos de la Russie, mais aussi à propos d'Israël. Si vous affirmez être contre le nazisme, si vous affirmez être contre le fait de traiter un groupe national ou ethnique comme étant physiquement sous-humain et d'une espèce différente, si vous dites que nous sommes tous des êtres humains, que nous appartenons à la même espèce, qu'on ne peut pas commettre de génocide, c'est un crime en Allemagne, parce que vous dites que les Palestiniens sont des êtres humains. C'est un crime en Allemagne parce que les Palestiniens, eh bien, je n'ai pas besoin d'expliquer cela. Si vous dites en Ukraine que les Slaves, les russophones, ne sont pas des sous-humains, c'est un crime. Vous assistez à une résurgence du nazisme qui déferle sur l'Europe, centrée en Allemagne comme auparavant, et le résultat est que toute l'Europe s'unit à l'Allemagne pour dire « recombattre la Seconde Guerre mondiale », dans la croyance qu'ils peuvent gagner cette fois-ci. Et je pense qu'une partie de cette illusion vient du fait qu'une génération entière d'Européens a grandi non seulement avec des films américains, mais aussi avec une idée fausse de qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux principaux combattants de la Seconde Guerre mondiale étaient la Russie, qui a perdu 22 millions de personnes, et la Chine, qui en a perdu 18 millions. C'est bien plus que ce que les Occidentaux, Européens et Américains ont perdu. Et ce sont les Russes qui ont brisé la force de la Wehrmacht, et la Chine qui a brisé la force du Japon. Ce qui a commencé en 1931 avec la prise de la Mandchourie par le Japon. Les Européens s'imaginent que d'une certaine manière, ce sont eux, ou plutôt les Américains, qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et tout ce que les Américains ont fait, c'est essentiellement les mettre sous rationnement et leur faire payer l'effort. Ils sont arrivés à la fin. Ils ont très rapidement mis fin à la Seconde Guerre mondiale au Japon en utilisant la bombe atomique, avant que les Russes n'aient la possibilité de chasser les Japonais, ce qui aurait pu conduire à une domination communiste du Japon. La même chose s'est produite en Europe de l'Ouest. Les Américains ont retardé et encore retardé. Les Américains voulaient que la guerre européenne dure aussi longtemps que possible, tant qu'elle tuait des Russes et des Japonais. Et les Européens ont accepté cela. C'est ainsi que les Russes voient la guerre. C'est ainsi que les Chinois voient la guerre. Mais ce n'est pas ainsi que les Européens l'aperçoivent. Ils pensent, eh bien, nous avons déjà battu la Russie avec l'aide des Américains. Nous pouvons le refaire avec leur aide. De cette manière, tout comme nous avons découpé le Proche-Orient après la Seconde Guerre mondiale et l'Afrique entre la France, l'Angleterre et les États-Unis, nous pouvons recommencer. Il existe ce mythe qui a d'une certaine manière créé un faux récit guidant la façon dont les Européens envisagent ce qu'ils peuvent accomplir à l'avenir. Et c'est un récit erroné qui est presque suicidairement auto-illusionné. Eh bien, sur ce point, et il faut insister sur le fait que c'est un fait, ce sont les Russes et les Chinois, ou plus exactement les Soviétiques et les Chinois, qui ont porté le fardeau principal pour vaincre le fascisme. Mais récemment, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, s'en est moqué en disant « Oh, ces Chinois et ces Russes, ils prétendent avoir vaincu le fascisme. Oh, là-bas, ils ne lisent pas de livres. » Je veux dire, nous savons que je ne suis pas sûr. Vous savez, je pense qu'elle regarde peut-être beaucoup de films aussi, pensant que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par Tom Hanks. Je ne sais pas d'où elle tient ces informations, mais elle a même tourné cette idée en dérision devant la caméra. Cela implique qu'il existe un autre ensemble de livres. Il y a un ensemble de livres pour la majorité de la population mondiale. Les livres d'histoire, allemands, français et anglais, ont tous été réécrits dans une distorsion de plus en plus extrême de ce qui s'est réellement passé.
of what actually happened. But there's been polls Il y a eu, since World au War fil des décennies depuis la Seconde Guerre mondiale, des sondages en France et dans d'autres pays où l'on demandait qui avait fait le plus pour libérer la France et sauver l'Europe du fascisme. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en France, je crois que c'était quelque chose comme 85 à 90% des gens qui disaient « Eh bien évidemment, c'était les Soviétiques ». Mais ensuite, on voit, à travers des décennies de propagande puissante, que maintenant, dans le sondage le plus récent, seule une infime minorité, quelque chose comme 18 ou 21%, pense que c'est l'Union soviétique qui a fait le plus pour vaincre l'Allemagne nazie. Donc la propagande fonctionne. Il suffit de raconter les mêmes histoires encore et au bout d'un moment, les gens finissent par y croire. Maintenant, on nous dit que la Seconde Guerre mondiale a en fait été causée à la fois par les fascistes et l'Union soviétique, et que ce sont les États occidentaux épris de liberté qui ont vaincu le fascisme. C'est quand même une histoire assez extraordinaire. It's quite an extraordinary tale. Well, that's a false way of framing it. Was Europe saved? Eh bien, c'est une façon erronée de présenter les choses. L'Europe a-t-elle été sauvée du fascisme? Si l'on regarde l'Europe aujourd'hui, elle n'a pas été sauvée du fascisme. Le fascisme a été sauvé par les États-Unis presque immédiatement. Les États-Unis ont tout de suite embauché la principale bureaucratie nazie et l'ont mise au travail pour combattre la gauche. Il y a eu l'opération Gladio en Italie. Il y a eu du terrorisme organisé par la CIA et la politique étrangère américaine. Et le soutien de... Immédiatement, les États-Unis ont recruté les fascistes ukrainiens, les nazis, pour organiser le mouvement nationaliste ukrainien. Les États-Unis ont empêché la défaite du fascisme en Europe. Et le fascisme a été la réponse de l'Amérique au socialisme et au mouvement ouvrier. Aldo Moro a été assassiné en Italie. Aldo Moro was killed in Italy. European politicians were killed, just as Lumumba was killed. Des politiciens européens ont été assassinés, tout comme Lumumba l'a été en Afrique. Et Pinochet a tué Allende au Chili. Il y a eu des assassinats politiques. Il existe toute une extension, à travers la National Endowment for Democracy américaine, de la création d'organisations non gouvernementales qui ont servi de mécanismes de financement pour amener en Europe ce qu'on ne peut appeler que des dirigeants fascistes. Merz est un fasciste. Il n'y a pas d'autre mot. Et on pourrait dire la même chose de Kallas. On pourrait dire la même chose de von der Leyen, avec ses origines familiales nazies. L'Europe a-t-elle été sauvée du fascisme? Et si oui, pourquoi assiste-t-on aujourd'hui à une résurgence du fascisme, au soutien de génocides ethniques, dans des pays que les États-Unis déclarent nécessaires à leur contrôle de diverses régions du monde? C'est vraiment là que se situe le combat. Vous avez tout à fait raison de souligner la répression des droits civiques et de la liberté d'expression. Ce fascisme, on observe le même type de prise de contrôle aux États-Unis ces derniers jours, simplement par Donald Trump, ou l'imposition d'une nouvelle ère de macarthisme, comme dans les années 1950, attaquant ce qu'il appelle la gauche, comme si, d'une certaine manière, la gauche était responsable de l'assassinat de Charlie Kirk. On assiste à un phénomène politique qui s'étend de l'Europe aux États-Unis, que je ne pense pas que quiconque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec tout l'optimisme de croire qu'en ayant vaincu l'Allemagne et l'Italie, ils avaient vaincu le fascisme, aurait pu anticiper. Le fait est que cela a ravivé la lutte des classes entre la domination américaine et l'oligarchie d'un côté, et le socialisme de l'autre, pour utiliser des étiquettes. Et ce combat continue. Il y a toujours une lutte contre le socialisme et contre la démocratie. Le mouvement de l'Europe n'a pas été en faveur de la démocratie. Il s'en est éloigné. Il s'est orienté vers une dépendance à une forme d'impérialisme de plus en plus antidémocratique, voire à une dictature exercée par les néoconservateurs et les néolibéraux américains qui cherchent à relancer une nouvelle guerre mondiale, cette fois contre la Russie et la Chine.
Et tout comme ils ont réussi à vaincre le fascisme, qu'il soit allemand ou japonais, lors de la Seconde Guerre mondiale, ils pensent que la même chose se produirait aujourd'hui. Mais le combat sera bien plus violent et se mènera avec des missiles, non avec des infanteries. Oui, l'idée que les États-Unis n'auraient pas collaboré avec ou soutenu des fascistes, que cette alliance n'était qu'antifasciste, est assez intéressante parce que je viens de vérifier ici une citation de Harry Truman avant qu'il ne devienne président. Il a dit « Si nous voyons que l'Allemagne est en train de gagner, nous devrions aider la Russie. Et si la Russie est en train de gagner, nous devrions aider l'Allemagne. De cette façon qu'ils s'entretuent le plus possible. » Et vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi les Britanniques, qui ont alors élaboré ce plan appelé l'Opération Impensable, conçu en mai 1945, alors que la guerre touchait à sa fin, qui impliquait non seulement les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi l'utilisation de ce qui restait de l'armée fasciste pour lancer une attaque surprise contre l'Union soviétique immédiatement après la victoire commune. Mais vous savez, après ces 80 ans d'Hollywood, notre histoire est très différente. Je voulais revenir un peu sur la conquête économique, si l'on peut dire, des alliés, parce que nous avons mentionné les Européens, mais les États-Unis ont aussi, je suppose, des alliés fidèles en Asie de l'Est. Je pense à la Corée, au Japon et à Taïwan. Chacun d'eux a également une forte, disons, une dépendance sécuritaire envers les États-Unis. Comment les États-Unis essayent-ils, selon vous, de mettre la pression sur ces deux pays et une île, disons? Eh bien, encore une fois, le terme dépendance sécuritaire est un euphémisme. C'est de la novlangue orwellienne. Le Japon a évoqué le réarmement et il est même question qu'il redevienne une puissance nucléaire. Si le Japon se réarme, cela poussera immédiatement la Chine à se défendre. Et le Japon a déjà subi une défaite dévastatrice lors de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aucune façon pour que le Japon représente une véritable menace militaire pour qui que ce soit. Certainement, les Nord-Coréens, comme les Sud-Coréens, n'éprouvent aucune sympathie pour le Japon à cause de son occupation brutale de la Corée pendant tant de générations. Il y a presque une haine du Japon là-bas. Le Japon, avec le Parti libéral-démocrate, installé par les États-Unis grâce à leur pacte avec les Yakuza japonais, les criminels. MacArthur au Japon et le département d'État américain ont conclu des accords avec les criminels pour qu'ils aillent frapper et attaquer les manifestations socialistes. Il y avait une possibilité de socialisme au Japon après la Seconde Guerre mondiale, une réaction des Japonais. Et l'alternative américaine a été de faire du Japon essentiellement une oligarchie largement criminalisée, de type mafieux, contrôlée par le PLD. Eh bien, les récentes élections menacent maintenant, pour la première fois, de détrôner le Parti libéral-démocrate pro-américain et de mettre en place un parti plus nationaliste. Tout ce que signifie le nationalisme ici, cela ne veut pas dire le nationalisme japonais des années 1930 de style militaire. Cela signifie l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et l'objectif n'est pas de mettre le Japon en danger d'une quelconque guerre à nouveau. Eh bien, encore une fois, le Japon accueille des bases militaires américaines. Et il y a quelques semaines, la Chine a organisé une grande démonstration militaire, montrant très explicitement des missiles et soulignant « Ce missile peut atteindre Guam, avant-poste militaire américain dans le Pacifique. Et il peut atteindre les autres avant-postes militaires japonais. » Ainsi, le Japon met sa sécurité en jeu. C'est la même chose avec Taïwan. Il y a d'importants investissements taïwanais en Chine continentale. Il existe déjà une sorte de symbiose économique entre les deux pays, mais les États-Unis essayent d'y mettre un frein.
Et les Chinois ont dit, vous savez, si pour une raison quelconque, vous parvenez à rallier les dirigeants taïwanais, de la même manière que vous avez rallié, disons, les dirigeants européens, nous allons riposter très durement et il n'y aura pas de match. Votre flotte navale n'est que des cibles faciles. Votre puissance navale, qui a contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale, n'est plus un outil militaire actif, car nous pouvons l'anéantir en un jour. Toute la marine. Les marines sont devenues obsolètes comme outil de contrôle, même si elles l'ont été pendant tant de siècles. À l'époque où la Grande-Bretagne possédait la plus grande marine du monde. Et toute l'idée des marines pour la Grande-Bretagne était de gérer le littoral avec le développement économique autour des côtes. Et cela parce que la Grande-Bretagne favorisait le commerce extérieur et l'interdépendance commerciale entre les pays. Eh bien, la Chine a tenté de contrer toute cette stratégie à la Mackinder, de contrôle de la périphérie des continents par le commerce. La Chine développe des connexions internes grâce à l'initiative La Ceinture et la Route, avec des chemins de fer, des oléoducs, des autoroutes, toutes sortes d'interconnexions. Ainsi, tous les vecteurs du commerce extérieur deviennent désormais plus intérieurs et domestiques. Cela crée des sphères d'influence régionale interne et une autosuffisance visant à devenir indépendante. L'effet des exigences des États-Unis, imposées à tout le monde, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Amérique latine, est si excessif qu'il a suscité une réaction contre les 2 derniers siècles de libéralisme, qui considérait le commerce extérieur et les interconnexions non pas, je ne dirais pas un ordre fondé sur des règles, mais un ordre économique de stabilité. Vous avez maintenant ces interconnexions qui sont utilisées comme des armes. Trump a militarisé le commerce extérieur, tant l'accès des exportateurs européens et autres au marché américain que la capacité d'importer des biens essentiels contrôlés par les États-Unis, à commencer par le pétrole, mais aussi l'agriculture, et désormais l'électronique de haute technologie, cherchant à instrumentaliser tout ce commerce pour créer une forme de dépendance que les États-Unis peuvent utiliser comme levier. Nous déstabiliserons votre économie si vous ne cédez pas à nos exigences. Et la véritable raison, pour revenir à votre première question, pourquoi les États-Unis traitent-ils l'Europe de cette manière et essaient-ils d'agir de même avec les pays des BRICS? C'est parce que les États-Unis ne sont plus industrialisés. C'est une désindustrialisation. Toute cette croissance de la richesse depuis 2008, depuis la crise des prêts hypothécaires toxiques, s'est produite sur les marchés boursiers, obligataires et immobiliers. C'est une richesse financière. Ce n'est pas la richesse de la production réelle. Ce n'est pas la richesse du niveau de vie. Le niveau de vie de plus de la moitié des Américains n'a pas augmenté depuis 2008. Toute cette croissance a été tellement concentrée chez les 10% les plus riches que ces derniers sont responsables de 50% de toute la croissance des biens de consommation. Mais bien sûr, les biens de consommation des 10% les plus riches ne sont pas du tout les mêmes que ceux achetés par les 90% restants. Nourriture et besoins de base. Ce sont des produits de luxe. Ce sont des gravures d'Andy Warhol. Ce sont des trophées et des vêtements de mode italiens. Tout cela remonte au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Tous ces sujets faisaient l'objet de débats et les gens commençaient à se rendre compte que le secteur financier ne se comporte pas vraiment comme un secteur industriel. Nous assistons à une transformation complète de la dynamique de ce qu'est le capitalisme, de ce que sont les économies. Eh bien, toi et moi en avons déjà parlé, et tout cela a une dimension politique. La dimension politique signifie que, si l'Amérique veut éviter une pression encore plus forte sur son niveau de vie aujourd'hui, elle doit obtenir le soutien d'autres pays. Obtenir d'eux la richesse, les importations, l'argent et les subventions nécessaires pour maintenir son économie, ce que son économie intérieure n'est plus en mesure de fournir.
economy no longer can provide. So the United States has lost its own ability. Ainsi, les États-Unis ont perdu leur propre capacité à être autosuffisants. Et leur réponse à l'Europe consiste à détruire la capacité de l'Europe à être autosuffisante sur les plans économiques, commerciaux et financiers. Pendant ce temps, les BRICS, l'Asie, désormais en lien avec le Sud global, l'Afrique, certaines parties de l'Amérique latine, font de leur propre autosuffisance un objectif économique majeur, afin de ne pas devenir la cible des pressions, de l'extorsion et des menaces américaines visant à perturber leurs économies. Si vous isolez votre économie des États-Unis, ils ne peuvent rien vous faire. Aucun moyen d'imposer des sanctions, d'augmenter les droits de douane ou d'utiliser comme arme leur commerce d'importation, d'exportation et financier. Eh bien, c'est pour cela que l'ensemble du système d'alliance, dirigé par les États-Unis, a changé de manière aussi fondamentale. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient en réalité conclu des accords commerciaux extrêmement généreux avec les États en première ligne, que ce soit l'Allemagne, ou d'ailleurs tous les Européens, ou la Corée du Sud, Taïwan, le Japon. Donc, à notre époque, tous les pays sont désormais confrontés à un dilemme, alors que les États-Unis cherchent à obtenir des concessions. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit céder aux exigences, mais en le faisant, bien sûr, ils doivent se couper des autres pays et donc s'isoler davantage, devenant ainsi plus dépendants des États-Unis. Ou bien ils cherchent une autonomie totale en diversifiant réellement leurs partenariats. Mais alors ils doivent se rapprocher des BRICS. L'OCS est d'institutions similaires. Mais existe pas strictement de voie médiane. Et je pense que c'est pour cela que la tentative d'emprise des États-Unis sur l'Inde a été si spectaculaire, parce qu'ils partaient du principe qu'ils pourraient en faire des Européens, c'est-à-dire les amener à se couper de tous les autres centres de pouvoir, à se subordonner aux États-Unis et à signer tout ce qu'on leur présenterait. Il s'est avéré qu'ils ont dû faire le contraire. Mais le fait que Modi ait dû se rendre en Chine a, de mon point de vue, mis en lumière ce dilemme. Il n'y a plus de juste milieu. Soit on doit se subordonner, soit on doit se protéger en diversifiant. Mais alors il faut s'appuyer sur les institutions multipolaires. C'est donc une période fascinante. C'est aussi à ce titre une expérience sociale intéressante. Je ne sais pas si tu as un dernier mot avant que nous concluions. Seuls les pays que l'Amérique a vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale sont devenus des singes de la reddition. Le Japon est devenu une victime abjecte du syndrome de Stockholm. Et bien sûr, l'Allemagne. Ce sont les deux pays qui ont cédé. L'autre grand adversaire des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale était, bien entendu, la Grande-Bretagne. Le prêt britannique de 1944 et les accords commerciaux que vous venez de mentionner, qui étaient favorables à d'autres pays, visaient spécifiquement à démanteler l'Empire britannique. En ouvrant les marchés internationaux, ils ont mis fin à la préférence impériale britannique. Cela signifiait que toutes les devises étrangères, les revenus générés par l'Inde, l'Argentine et d'autres exportateurs de matières premières du Sud global n'étaient plus obligés d'être dépensés au sein de l'Empire britannique, mais pouvaient l'être partout ailleurs. Eh bien, l'économie britannique a été détruite, ce qui signifiait que l'argent était libre d'être dépensé aux États-Unis. Et les accords commerciaux qui ont été conclus, c'est vrai pour l'Allemagne et les pays européens. Bien sûr, les États-Unis ont favorisé le commerce là-bas parce que les entreprises européennes étaient rachetées par des multinationales américaines. Et ce qui a été soutenu avant tout en Europe, ce sont les entreprises internationales. Et c'est exactement ce qui se joue cette semaine et le mois dernier avec Trump contre l'Angleterre et l'UPMR. Le Financial Times d'aujourd'hui consacre tout un excellent article intitulé « La Grande-Bretagne doit résister à la pression américaine sur les règles technologiques ». Il s'agit de la taxe sur les services numériques en Europe.
L'Europe, au moins, essaie d'imposer une taxe sur les services numériques aux entreprises technologiques américaines, parce qu'elles ont pu utiliser la comptabilité hollywoodienne pour éviter de payer des impôts sur le revenu là-bas. Trump a dit à la Grande-Bretagne, « Si vous essayez de vous opposer à nous et d'imposer votre taxe sur les services numériques aux entreprises américaines, ou si vous tentez de limiter ce que mes donateurs de la Silicon Valley veulent faire, nous allons de nouveau augmenter les droits de douane contre vous, peu importe l'accord conclu au printemps dernier. » Eh bien, s'il peut dire cela à la Grande-Bretagne, il peut certainement le dire à l'UMEWIL. Il a clairement fait comprendre à l'UMEWIL que si quoi que ce soit que l'UMEWIL fait se fait au détriment des entreprises américaines, tant que ces multinationales contribuent à la campagne républicaine de Trump et à sa campagne personnelle, et investissent personnellement dans ces arnaques de crypto-monnaies et autres escroqueries, il va simplement resserrer la vis à ces pays. Voilà, c'est essentiellement ce qui s'est passé là-bas. Je suppose que c'est ma conclusion. What's been happening there? I guess that's my final thought. Europe has succumbed. L'Europe a cédé toute l'initiative diplomatique, commerciale et financière aux planificateurs américains, qui ne concluent pas d'accords commerciaux et financiers ouverts profitant à tous les pays. Mais comme l'a dit Trump, les États-Unis doivent être les gagnants dans tout accord qu'ils concluent avec des pays étrangers. C'est pourquoi les États-Unis ne concluent plus d'accords internationaux. Trump dit, nous allons conclure des accords pays par pays. Nous allons diviser pour mieux régner. Cela a fonctionné pour la Grande-Bretagne pendant quelques siècles. Cela fonctionnera pour nous. Et tant que nous pouvons monter les différents pays les uns contre les autres, et que c'est l'économie américaine face à des économies individuelles bien plus petites, ils préfèrent rester isolés. Tant que nous pouvons les amener à accepter d'être isolés plutôt que de s'unir, alors nous avons remporté la bataille diplomatique pour le contrôle. Eh bien, je pense que la faute des Européens, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent simplement attendre la fin de Trump, comme si tout cela ne concernait que Trump. Je veux dire, je pense qu'il est assez extrême et radical dans sa façon de reconnaître un problème et de chercher à le résoudre. Mais je ne pense pas. Les alternatives, eh bien, les Biden de ce monde, n'iraient pas forcément dans une direction très différente. Bien sûr, ce serait peut-être un peu plus modéré, mais le problème fondamental n'est pas là. Je veux dire, on a tendance à se concentrer sur les personnalités. Mais quelle est la finalité? Je veux dire, comment le système capitaliste, qui est tellement épuisé, va-t-il réagir autrement? Que pourrait-il faire d'autre? Je veux dire, si elle ne peut plus concurrencer, qu'elle perd son avance technologique, qu'elle est submergée par la dette, et que l'énorme inégalité économique alimente des problèmes sociaux et politiques, on voit bien que cela touche à sa fin. Il n'y a plus de solution pour faire face à la prochaine crise financière. On ne peut ni baisser ni augmenter les taux d'intérêt, car dans un cas, cela ferait s'effondrer le dollar. Dans l'autre, cela rendrait le remboursement de la dette ingérable. Donc c'est un mur, apparemment. Je pense que Trump gère cela d'une manière, disons, très autoritaire. Mais l'idée qu'on puisse simplement revenir à la situation d'avant, je pense que c'est assez illusoire. C'est un vœu pieux. Eh bien, c'est tout le problème, Glenn. Tu as mis le doigt dessus. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme en 1945. Il y avait encore une gauche active en Europe. Il y avait une possibilité que l'Europe devienne socialiste, qu'elle adopte une économie mixte. Et bien sûr, le Parti travailliste britannique, dans les années 1940, était progressiste dans ce sens. Il y avait un mouvement progressiste dans toute l'Europe. Tout cela a été contrecarré par les États-Unis pour l'empêcher. Et il y avait l'ancienne aristocratie européenne fortunée qui luttait contre ce mouvement, poussant essentiellement vers le néolibéralisme,
vers un démantèlement de l'État suffisamment fort pour réguler les oligarchies financières émergentes et faisant fortune grâce à une interdépendance mutuelle avec les entreprises multinationales américaines et les investissements multinationaux. Toute l'économie mondiale a été restructurée selon un modèle centré sur les États-Unis, ce qui a conduit à ce problème. Pour que l'Europe prospère à nouveau, elle doit repenser toute l'orientation de l'histoire. Bien sûr, c'est ce dont nous discutons, vous et moi, depuis plusieurs mois. Il faut réinventer la roue économique pour analyser comment créer une économie mixte qui va favoriser la croissance, l'élévation du niveau de vie et l'industrie, au lieu de générer des fortunes financières à l'américaine, ce qui conduit à notre désindustrialisation, tout comme cela a mené à la désindustrialisation des États-Unis. Comment éviter de finir par ressembler aux États-Unis? Et qu'est-ce que la Chine fait de bien dans son décollage, en suivant précisément les politiques qui ont fait de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des États-Unis des puissances industrielles à la fin du 19e siècle? Oh, well, that's an interesting part when they Eh bien, c'est un point intéressant. La façon dont le capitalisme chinois est défini comme un capitalisme dirigé, tous ces termes étranges. Mais si l'on y regarde de plus près, c'est très similaire au capitalisme industriel des États-Unis eux-mêmes au 19e siècle. Et oui, Michael Hudson, comme toujours, merci beaucoup d'avoir partagé vos analyses. Nous mettrons également un lien vers votre blog dans la description, et je ne saurais trop recommander vos livres à nos auditeurs. Donc, encore merci. Merci beaucoup, Glenn, pour les compliments.